sur Apple Store, sur Android et maintenant sur Alexa. Partout, retrouvez votre radio. Top Congo FM, la fréquence utile. 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Nouvelle audience dans le procès du général Christian Chiwewe devant la haute cour militaire. La défense du général-major John Ngoyi Wakabila conteste la qualité juridique de certains officiers de police judiciaire du Conseil national de cyberdéfense ayant participé à la procédure. Top Congo FM. La RDC se libère des restrictions de la SADC. La décision a été prise lors du Conseil des ministres de l'organisation régionale après l'appurement des contributions dues par Kinshasa. Top Congo FM. 11 personnes devant la justice à Kinshasa après les violences contre les équipes du service national déployées pour l'assainissement de la capitale. Ces prévenus sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Top Congo FM. Plus de 471 millions de francs congolais récupérés et plus de 24 000 enseignants régularisés. Le service, la DINACOPE, attribue ces résultats à la digitalisation du fichier de paye et à la traque des agents fictifs. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue à bonnes conditions d'écoute. Le procès du général Christian Chiwewe a repris avec une bataille juridique sur la régularité de la procédure devant la haute cour militaire. La défense du général-major John Ngoyi Wakabila conteste la qualité juridique de certains intervenants, notamment les officiers de police judiciaire du Conseil national de cyberdéfense. Les avocats invoquent les textes qui encadrent les officiers de police judiciaire et les services spécialisés rattachés à la présidence de la République. Ils s'interrogent sur les compétences et les prérogatives exercées par certains agents dans le cadre de cette procédure. La haute cour militaire poursuit l'examen des exceptions de procédure dans cette affaire qui implique l'ancien chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa et plusieurs autres officiers poursuivis notamment pour complot, trahison et apologie du terrorisme. Pendant ce temps, la province du Sud Kivu, à nouveau endeuillée, 5 civils ont perdu la vie et 4 militaires des FARDC ont été blessés lors des bombardements survenus à Tchambombo et Lumbishi dans le territoire de Calais. Selon le major Dieudonné Kassereka, porte-parole de la 34e région militaire, ces tirs sont attribués à la coalition M23 RDF. L'armée indique avoir riposté pour tenter de localiser et neutraliser la source des bombardements. Ces nouvelles violences interviennent alors que la situation sécuritaire se dégrade depuis le début du mois d'août dans les territoires de Calais et de Walikale où plusieurs attaques ont été signalées. Ce jeudi, un calme précaire est revenu à Tchambombo et Lumbishi. Le major Dieudonné Kassereka, chargé de communication de la 34e région militaire au micro d'Isabelle Moengo. Nous avons réussi à repousser les attaques menées par les rebelles de M23 RDF contre nos positions dans les territoires de Calais au sud Kivu et Walikale au nord Kivu. Le mardi 11 août, ils ont largué des bombes sur les maisons des habitants à Katoï et ces bombes ont fait des victimes. Une femme et ses 2 enfants sont décédés dans leur maison à cause de ces bombes. Et c'est là depuis plusieurs jours. Depuis plusieurs jours, ces rebelles sont en train de larguer des bombes à l'aveuglette. Et ce sont toujours les civils qui sont des victimes. Nous déplorons cette situation. Je crois que nous sommes en train de prendre les dispositions pour contenir ces aventures. Voilà, c'était le major Dieudonné Kassereka. Et les victimes de la guerre, au cœur d'une nouvelle évaluation, le FONAREV veut s'assurer que les actions menées sur le terrain répondent réellement aux attentes des personnes affectées par les conflits. La direction générale de cette institution s'est rendue à Béni dans le Nord Kivu pour évaluer l'impact de l'accompagnement apporté aux victimes, notamment avec l'appui de certaines agences des Nations Unies. C'est dans le cadre d'une convention, une démarche qui vise à renforcer les mécanismes de prise en charge et à favoriser le relèvement des victimes. Détail Béro Matanda.
Il était presque midi lorsque l'avion en provenance de Kinshasa a atterri à l'aéroport de Mavivi à Beni. À son bord, une délégation du FONAREV conduite par son directeur général. L'objectif de la mission était clair, évaluer sur le terrain les réalisations destinées à améliorer les conditions de vie des victimes de la guerre. Patrick Fata est directeur général du FONAREV. Nous sommes venus nous rendre compte du travail qui est réalisé depuis quelques mois, mais aussi rencontrer les victimes, avoir leur feedback, leur ressenti, évaluer les besoins, mais aussi regarder les mesures de réparation collective que le FONAREV a mis en œuvre directement, comme l'école Mapendano, voir l'état d'avancement des travaux. Parmi les bénéficiaires figure l'hôpital général de référence, son médecin directeur, le docteur Jérémy Mouindo, salue cet appui. La remise de cette ambulance, c'est un autre geste important dans le renforcement du système de référence et de contre-référence de nos patients. Des réalisations qui, selon les bénéficiaires, contribuent déjà à améliorer concrètement leur quotidien. Je remercie beaucoup le FONAREV parce qu'il est venu nous aider. La guerre nous a énormément fait souffrir. Il y a les violences sexuelles, des personnes qui sont tuées ou blessées par balle. L'intervention du FONAREV nous aide à alléger le lourd fardeau que nous portons. Au-delà de la prise en charge médicale, le FONAREV mise également sur l'autonomisation économique. Un marché communautaire est en construction pour permettre aux femmes victimes de développer leurs activités génératrices de revenus. Nous sommes très contentes parce qu'avec ces marchés, nous serons protégés contre les intempéries. Ces actions sont menées conjointement avec plusieurs agences du système des Nations Unies, notamment l'UNFPA. Noémie Dalmont est représentante adjointe de l'UNFPA en RDC. On a pu, par exemple, pouvoir assister directement, accompagner à moins 8000 accouchements sécurisés dans les zones de conflit, dans les zones où les femmes n'ont pas la facilité d'aller à l'hôpital. Après ces différentes visites, la délégation a mis le cap sur Kalémé pour la deuxième étape de sa mission d'évaluation. Béro Matanda, le régime de restriction visant la RDC au sein de la SADC est levé. La décision a été prise mercredi à Durban, en Afrique du Sud, lors du Conseil des ministres de l'organisation régionale. Cette mesure intervient après l'appurement des contributions dues par Kinshasa à la SADC et ouvre une nouvelle page dans les relations entre la RDC et cette organisation, détaille Rémi Moulingati. Depuis avril 2024, la RDC traversait une zone de turbulences diplomatiques majeures. En raison d'arrêt des paiements de ses contributions statutaires, le pays s'était vu infliger de lourdes mesures restrictives par l'organisation. Privée de son droit de parole, la diplomatie congolaise assistait impuissante et passive aux réunions, consultations et processus décisionnels d'une institution pourtant cruciale pour son avenir. Impossible alors pour la RDC de peser sur les orientations politiques ou de faire valoir ses positions stratégiques. Cette régularisation financière relève du tour de force pour le gouvernement congolais. Le succès de la méthode, le ministre Floribert Anzoulouni. Pour lui, le ministère de l'intégration régionale avait érigé ces dossiers en priorité absolue. En multipliant les négociations directes auprès des instances de la SADC et en faisant pression sur les arbitrages financiers nationaux, le ministre est parvenu à débloquer une situation qui semblait enrayée selon l'aboutissement d'un travail des fonds. Le paiement de ces arriérés intervient en effet dans un contexte économique national asphyxié par l'effort de guerre. Ce retour au plein exercice des droits de la RDC changerait la donne, particulièrement pour l'Est du pays, toujours en proie à l'instabilité. Kinshasa ne sera plus un simple sujet de discussion, mais un acteur central des débats. Le pays réintègre immédiatement les mécanismes régionaux de recherche et des solutions sécuritaires et peut désormais négocier d'égal à égal des coopérations militaires et stratégique avec les autres États membres. Rien n'est négligé face aux attaques contre les bâtisseurs de la nation engagés dans l'assainissement de la capitale, Kinshasa. 11 personnes comparaissent en flagrance après les violences enregistrées le 18 juillet dernier à Massina, quartier 3, et aux abords du pont Matete. Des groupes de jeunes avaient pris à partie les équipes du service national à coups de pierres, des bâtons et des machettes. Les prévenus sont notamment poursuivis pour apologie du terrorisme, détaille Marcel Kitambala. Changou, commissariat urbain
de la police nationale congolaise. C'est ici que s'ouvre le tout premier procès judiciaire après l'attaque présumée contre les éléments de la task force présidentielle d'assainissement. 11 prévenus sont à la barre. Une audience de flagrance. Dès sa première prise de parole, le ministère public a donné le ton, un ton ferme. Vous devez les juger, vous devez les condamner, parce que les haines, on ne sait pas d'où est venu cela. La haine, quand il y a même la pile bleue, quand ils voient quelqu'un avec la pile bleue, ça commence à les pousser à... Donc les gens même peuvent déporter les Anglais de couleur bleue. L'organe de la loi poursuit le 11 prévenu notamment pour apologie du terrorisme. En face, les avocats de la défense multiplient les exceptions, mais la Cour en rejette la majorité. Du côté des victimes, on exige justice. Nous avons comparé au nom de ces victimes-là, à leur nom. À leur nom. Puisque ce sont des personnes physiques. Il y a un lieutenant, il y a un capitaine, il y a aussi 2-3 agents. Il y a même Junior Mbayaki, le corps est à la morgue. Lui a été tamponné et tué, le corps est à la morgue. Nous comparaissons à leur nom. Au total, 4 de prévenus sont considérés comme mineurs. Ils ont été remis à la disposition des médecins pour des examens approfondis. Mais au-delà du volet judiciaire, ce procès a aussi une portée pédagogique. Les messages est clair, les missions d'assainissement ne peuvent être entravées par la violence. Le feuilleton judiciaire dans la crise à l'Assemblée provinciale du Congo central connaît une nouvelle clarification. La Cour constitutionnelle vient de préciser en audience ce mercredi à Kinshasa la portée de son arrêt du 7 mai dernier qui avait réhabilité Papi Matezolo à la présidence de l'Assemblée provinciale, saisi par le député. La Haute Cour précise que seul Papi Matezolo est le bénéficiaire direct de cet arrêt. Le statu quo demeure donc au bureau de l'organe délibérant. Le speaker va continuer à travailler avec les 4 membres qui avaient travaillé avec l'ancien président Victor Swamy. Le point avec Merdicita. Cette nouvelle clarification intervient après plusieurs mois de crise et plusieurs tentatives de décrispation. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, avait engagé des consultations avec les 40 députés provinciaux à Kinshasa, notamment le 23 mai. Une nouvelle rencontre avait eu lieu le 6 juin sans permettre de dégager un consensus entre les deux camps. Le 11 juin, Papi Matezolo Diantezoa avait à son tour initié à Matadi une réunion de concertation avec des députés provinciaux et des notables représentant les 10 territoires et 2 villes de la province. Une rencontre contestée par l'autre camp. Quelques jours après, dans le cadre de la poursuite de ces consultations, le VPM Jacquemain Chabani a de nouveau convoqué à Kinshasa Papi Matezolo et 6 autres protagonistes de la crise. Dans une déclaration publiée après l'audience du mercredi 12 août, le speaker Papi Matezolo a salué la décision de la Cour constitutionnelle et sa diligence. Il estime qu'il y a désormais plus lieu d'organiser des élections pour compléter le bureau de l'Assemblée provinciale. Dans les faits, le statu quo demeure donc. L'élu de l'Ouosi va continuer à travailler avec les 4 membres du bureau élus aux côtés de l'ancien président Victor Swamy. Il s'agit du vice-président Pierre Kabangou, du rapporteur Billy Ntunga, du rapporteur adjoint Guilhem Panzou et de la questeure Rachel Danzanguka. Après plusieurs tentatives de décrispation au niveau politique et cette nouvelle clarification judiciaire, reste désormais à voir si les protagonistes vont parvenir à tourner la page et permettre à l'Assemblée provinciale du Congo central de retrouver un fonctionnement normal. Depuis Matadi, Merdicita pour Top Congo FM. Dialogue national, le Front patriotique Pona Mboka exige que la jeunesse participe ou soit associée pleinement dans les préparatifs. La plateforme appelle à une participation effective des jeunes aux assises appelées à engager l'avenir de la RDC. Cette position a été réaffirmée à l'issue des consultations initiées par le pasteur Ejiba Yamapia. Dans sa déclaration, le Front patriotique Pona Mboka annonce également sa participation à la grande réunion de la jeunesse prévue le 22 août au stade du 20 mai. La plateforme encourage par ailleurs les autres leaders de la jeunesse à se mobiliser autour de cette initiative. Écoutez donc cette déclaration.
Nous, leaders de la jeunesse congolaise réunis autour du Front patriotique Ponamboka, méga plateforme de la société civile en République démocratique du Congo, tenons par la présente à saluer les efforts du consensus national entrepris par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, en conviant les Congolais à un dialogue inclusif et république congolaise. Nous voulons informer à la communauté tant nationale qu'internationale de ce qui suit. Le dialogue ne consiste en aucun cas un lieu de partage de gâteaux qui conduira à l'impunité des crimes commis sur le peuple congolais. S'il faut dialoguer, il est primordial de n'inviter à la table de discussion que les dignes fils du pays qui n'ont pas touché les armes contre la population en dépit des désaccords multiples ou politiques qui pouvaient exister en interne. Les jeunes que nous sommes s'attendent à ce que justice soit faite pour tous les Congolais. Il est grandement temps que les jeunes puissent être privilégiés lors des assises du dialogue. En effet, cette jeunesse n'est plus naïve et nous vous attendons au tournant. Il est temps que la relève soit assurée par la jeunesse sentinelle de l'intégrité territoriale. Des propos recueillis par Milva Kanyeba. À propos toujours du dialogue national, le mouvement Jeunesse Parle pose ses préalables et réclame une participation des jeunes aux éventuelles discussions au cours d'un échange à Kinshasa avec le pasteur Ejiba Yamapia, membre de l'équipe de médiation. Le coordonnateur Serge Etikoum Anza a notamment rejeté toute récompense politique en faveur de ceux qui ont pris les armes. Pour Serge Etikoum, le dialogue doit contribuer à bâtir une paix durable sans consacrer le recours aux armes comme moyen d'accéder au pouvoir. Serge Etikoum au micro de Osé Manzanza. Nous avons expliqué clairement la position de la jeunesse congolaise que nous avons eu à consulter, parce que il faut avouer que jusque-là, nous sommes en train de consulter encore la jeunesse dans nos différentes descentes en province. Et les jeunes réclament qu'il y ait effectivement changement de constitution pour que l'on puisse aujourd'hui, une fois que la constitution changée, accorder des droits spécifiques à la jeunesse congolaise. Les droits à la prospérité et les droits à la dignité. C'est vraiment ça le combat du mouvement Jeunesse Parle lié à la Constitution. Nous remercions personnellement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative. Oui, le dialogue, c'est une opportunité de réunir les Congolais de manière inclusive pour discuter principalement des problèmes qui affectent la nation. Mais la jeunesse congolaise aujourd'hui émet également des limites sur les formats. Les dialogues, oui, mais dans un cadre bien précis qui permette également que la voix de la jeunesse soit prise en compte. Il est inconcevable aujourd'hui que nous discutons ou que nous organisons des dialogues dans ces pays uniquement pour récompenser les gens qui ont pris des armes, qui ont tué nos frères. Nous pensons qu'on peut dialoguer sur le développement du pays. Nous pouvons également dialoguer sur les opportunités des jeunes. Serge Etikoum Anza au micro de Osé Manzanza. Moins d'une semaine après sa présentation au public, l'opposition républicaine s'étend déjà en province, direction l'Équateur, où le sénateur Jean-Claude Bayende est attendu à Mbandaka ce week-end. Le leader de cette plateforme entend poursuivre sa mission d'implantation après sa sortie officielle dans la capitale. À Mbandaka, il sera notamment question de renforcer la mobilisation sur le terrain et de partager la vision de l'opposition républicaine avec les forces vives de la province. Écoutez John Koudia, coordonnateur adjoint chargé notamment des questions organisationnelles de l'implantation et des questions électorales. Il est au micro de Rémi Moulingati. Dans le cadre des vacances parlementaires de son coordonnateur national, l'honorable sénateur Jean-Claude Bayende, l'OPER 26 annonce la poursuite de sa tournée politique dans la province de l'Équateur. Une grande rencontre citoyenne se tiendra ce samedi 15 août 2026 à 10h dans la ville de Mbandaka, afin d'échanger avec les filles et fils de cette province sur les enjeux politiques institutionnels et démocratiques de l'heure. L'OPER 26
réaffirme sa disponibilité à prendre part au dialogue national convoqué par le chef de l'État, convaincu que les dialogues constituent un instrument républicain de consolidation de la paix, de la cohésion nationale et du renforcement de la démocratie. Pour notre plateforme, faire l'opposition ne constitue pas uniquement à critiquer l'action du gouvernement, mais également à proposer des solutions responsables, à défendre l'intérêt supérieur de la nation et à contribuer à la stabilité de la République. Le deuxième recensement général de la population et de l'habitat entre dans une nouvelle phase de mobilisation pour favoriser l'adhésion des populations à cette opération d'envergure nationale. Le ministre du Plan, Guilain Nyembo, intensifie sa campagne de plaidoyer auprès des autorités, des forces vives et des confessions religieuses. L'Église du Christ au Congo a notamment réaffirmé son engagement à accompagner le processus à travers ses structures présentes sur l'ensemble du territoire national. Écoutez le ministre du Plan, Guilain Nyembo, et le représentant légal de l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa, au micro de Milva Kanyeba. Nous sommes dans notre poursuite de la grande mobilisation et la sensibilisation du processus de recensement. Nous avons démarré les confessions religieuses après les institutions étatiques. Donc là, nous sommes venus auprès de l'ECC pour demander cet accompagnement de ce projet du recensement qui est un projet intéressant et surtout très important pour la République après 42 ans. Donc nous avons pu changer, expliquer ce que c'est, ce que nous attendons de l'Église, la participation et surtout la manière de sensibiliser sa population, parce qu'il faut savoir que ce que nous faisons, c'est un respect des institutions que nous avons au niveau de notre pays. L'Église représente un grand nombre de populations sur le territoire national. Donc nous voulons utiliser son réseau pour que le message puisse réellement coller à la compréhension des populations locales, mais aussi la spécificité de ce que cette population représente, l'Église du Christ au Congo. Donc ça serait un couloir d'information qui est à utiliser dans ce cadre-là. Nous sommes à l'étape où nous allons démarrer la cartographie censitaire. Donc voilà pourquoi je disais, avant que les démographes puissent débarquer dans des foyers, nous pensions qu'il était bon que nous puissions sensibiliser la population pour qu'elle sache qu'il y a des gens qui viendront dans l'ordre. C'est un projet génial. L'Église est prête à accompagner les pays dans ce processus. Voilà, des propos recueillis par Milva Kanyeba. Bonne nouvelle pour les enseignants. Plus de 471 millions de francs congolais récupérés et plus de 24 000 enseignants régularisés. Des résultats qui témoignent, selon la DINACOPE, les premiers effets de l'assainissement du fichier de paye. La digitalisation des données et la traque des agents fictifs ont permis de corriger plusieurs anomalies. Désormais, plus de 24 000 enseignants du primaire bénéficient de l'intégralité de leurs primes liées à la gratuité de l'enseignement. Mais le défi reste entier pour les nouvelles unités et les enseignants non payés, dont la régularisation demeure une priorité pour le gouvernement. Écoutez le directeur national de la DINACOPE, Vital Lumbala, au micro de Mamichela. Ce sont 24 296 enseignants qui ont aussi vu leur situation régularisée au titre de la prime de gratuité. C'est un résultat important. Et je voudrais insister sur un élément essentiel. Cette opération a été réalisée sans supplément budgétaire. Nous n'avons pas demandé une enveloppe supplémentaire au Trésor public pour réaliser ces corrections. Nous avons travaillé sur ce qui existait déjà. Nous avons renforcé les contrôles du fichier de paie. Nous avons recherché les doublons. Nous avons identifié les situations irrégulières. Nous avons vérifié les incohérences. Nous avons réorienté ces ressources vers les bénéficiaires directs du système, qui sont les enseignants. Sur ordre de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Un premier travail d'assainissement a ainsi permis de dégager plus de 471 millions de francs congolais d'économie.
Vital Lumbala, directeur national de la Dinakopé. 9 cas d'Ebola, dont des décès enregistrés dans la province de la Chopo parmi les personnes venues de Nyanya à Nituri. À Bafouassende, 2 cas autochtones ont également été signalés. Face aux rumeurs, à l'infodémie et à la résistance communautaire, le docteur Simon Bokongo, ministre provincial de la Santé, appelle à l'implication de tous pour renforcer la riposte et endiguer la maladie. Il est au micro de Godlive Omondo. Depuis que l'épidémie est là, nous avons 9 cas. Parmi les 9 cas, il y a eu 2 décès qui sont venus de Nyanya, qui est à Lituri. Les vivants sont pris en charge au niveau des 17 et de l'hôpital du cinquantenaire. Là, c'est là où on soigne les malades. Parmi les gens qu'on a reçus, ceux qui étaient à la phase humide, diarrhée, vomissement, hémorragie, n'ont pas pu survivre. Mais ceux qui sont venus à la phase sèche, notamment fièvre, maux de tête, on a sauvé ceux. Il y a déjà des personnes qui étaient sorties. La 3e personne sort aujourd'hui. On va vous révéler d'autres choses qui sont en train de se réaliser au niveau de la communauté. Ça n'aide pas à endiguer la maladie. Quand vous allez aujourd'hui à Bafouassende, l'infodémie, les rumeurs, la résistance sont encore présents. Et même les personnels de santé ou les personnels de la riposte sont menacés. Pour renforcer la riposte, on renforce la riposte avec l'implication de l'autorité, l'implication des partenaires et la mobilisation de plus de ressources au niveau provincial, au niveau national et au niveau international. Plus de 30 000 cas et près de 700 morts, la RDC paye le plus lourd tribut à l'épidémie de choléra qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest et du Centre face à la propagation de la maladie, notamment le long du bassin du fleuve Congo. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Une mobilisation urgente de 15 millions de dollars supplémentaires pour renforcer la riposte dans les 6 prochains mois. L'agence onusienne insiste notamment sur l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la vaccination et la surveillance épidémiologique, une mobilisation qui doit permettre de contenir une maladie pourtant évitable. Les détails avec Myriam Iraghi. Le choléra ne connaît pas de frontières. C'est le constat dressé par l'UNICEF dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi matin, alors que la maladie continue de se propager en Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon l'agence onusienne, 6 pays sont actuellement touchés, dont la République démocratique du Congo avec plus de 30 400 cas et près de 700 décès. La RDC enregistre le bilan le plus lourd parmi les pays concernés. La situation est d'autant plus préoccupante et que la propagation se concentre notamment le long du bassin du fleuve Congo qui relie les flambées en RDC, en République du Congo et en République centrafricaine. Les pluies saisonnières, les inondations et les déplacements des populations aggravent les risques. La contamination des sources d'eau et des dégâts causés aux infrastructures d'assainissement offrent au choléra un terrain particulièrement favorable. Face à cette situation, l'UNICEF appelle à une action urgente et réclame 15 millions de dollars américains supplémentaires pour intensifier les interventions de lutte contre le choléra au cours des 6 prochains mois. L'objectif est de renforcer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la surveillance de la maladie, la fourniture des produits de santé essentiels, mais aussi la vaccination et la sensibilisation des communautés. Une mobilisation qui prend tout son sens en RDC où le lourd bilan rappelle que le choléra reste une menace majeure, particulièrement pour les populations privées d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Car le choléra est une maladie évitable et comme le souligne l'UNICEF, ce ne sont pas seulement les frontières qu'il faut surveiller, mais aussi les cours d'eau, les routes commerciales et les mouvements des populations qui peuvent accélérer sa propagation. Encore des voix qui s'élèvent dans le secteur de la santé. On parle des revendications. Le syndicat national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire dénonce ce qu'il qualifie d'injustice et de discrimination dans les processus d'alignement à la prime de risque. Le syndicat accuse la commission interministérielle de privilégier une seule catégorie au détriment des autres professionnels de santé qui luttent pourtant en première ligne sur le terrain. Selon le secrétaire général du SINATEB, les biologistes médicaux et techniciens de laboratoire exigent l'alignement salarial de leurs membres dès les 3e et 4e trimestres de cette année. Docteur Bembo Ngonji au micro de Cécile Ngomba. Toutes les catégories professionnelles du secteur santé en général et les biologistes médicaux et techniciens de laboratoire en particulier sont au front pour combattre la maladie à virus Ebola Bongibonio dans la partie est de la République et tant d'autres maladies
pour le bien-être de la population, parfois de manière bénévole, car sans salaire ni prime, le ministère de la Santé, à travers la coordination de la commission interministérielle, veut jouer au malin en privilégiant une seule catégorie, fragilisant ainsi la paix sociale du reste précaire dans le secteur santé. Joignant notre voix à celle des professionnels non médecins, condamnons avec véhémence toute tentative d'organiser les travaux de la commission interministérielle sans les autres catégories. Le SINATEP exige donc l'alignement de toutes les autres catégories professionnelles en général et les biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, en particulier au T3 et T4 2026. Si le ministère de la Santé, à travers le secrétaire général à la Santé, continue à entretenir pareilles injustices au sein du ministère, le SINATEP, Syndicat national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire de la RDC, se réservera le droit de recourir à toutes les actions d'envergure dont seul le gouvernement portera la lourde responsabilité. Mettons en garde. Des propos recueillis par Cécile Ngomba. Construction du barrage de Katende, la première ampoule pourrait s'allumer en décembre 2027. C'est l'échéance annoncée pour le démarrage de la production d'électricité de cette centrale hydroélectrique au Kasaï central. Après plus de 30 ans d'attente, le chantier avance avec le montage des équipements hydromécaniques. Les responsables du projet se disent confiants quant au respect de ce calendrier. Si les travaux se poursuivent au rythme actuel, Katende pourrait enfin fournir ses premiers kilowattheures. Détail, Alain Saveur-Makoba. Décembre 2027, c'est la date annoncée pour voir la première ampoule de la centrale hydroélectrique de Katende s'allumer. L'assurance a été donnée par les coordonnateurs du projet et chef de la mission des contrôles d'éco-énergie à Romatala lors du passage du gouverneur des provinces sur les sites. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur le montage des équipements hydromécaniques. C'est une partie importante de l'ouvrage principal. Et en même temps, nous sommes en train de faire les ouvrages civils, là où nous allons poser les équipements hydromécaniques pour accélérer les travaux et vous donner la première turbine tant espérée par nos populations du Grand Kasaï. Nous sommes rassurés avec l'accompagnement de l'autorité provinciale. Au mois de décembre 2027, vous aurez la première ampoule allumée à Kananga. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, n'oublie pas les efforts du chef de l'État en faveur du pays en général et de cette province en particulier. Je suis bien flatté par ce que je viens de voir. Tout a donné au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici les œuvres du président de la République pour le Kasaï central. Comme j'ai eu à toujours le dire, après l'université de Kananga, la route Kananga-Kalambambouche, la voirie urbaine et la lutte anti-érosive. Voici que la chute Katende a pris corps. Entre les changements de gouvernement, les difficultés de financement, les interruptions successives et les longues périodes d'arrêt, Katende est longtemps resté le symbole d'une promesse repoussée. Aujourd'hui, le chantier entend tourner cette page et offrir à la région ce qu'elle attend depuis des décennies, depuis Lusambourg-Sankourou, Alain Saveur-Makoba pour Top Congo FM. Le nouveau pont Kalwebo qui permet de relier le Kasaï au Kasaï central sera bientôt opérationnel. Les travaux de construction de cet ouvrage sont totalement achevés. Il ne reste plus que les travaux de protection des remblais d'accès avant la livraison aux usagers. Ce pont sur la RN1 doit contribuer au désenclavement de la zone. Le rapport sur l'état d'avancement des travaux a été présenté aux autorités provinciales par l'entreprise arabe Contractor qui exécute les travaux de construction de la RN1 sur le tronçon Kamwesha-Kananga. Selon l'ingénieur Yannick Ekani, il est possible de relier Kamwesha au Kasaï à Bulungu au Kasaï central sans difficulté majeure. L'ingénieur Yannick Ekani, des propos recueillis par Fabien Gouesch. Il est également prévu la construction d'un nouveau pont de 35 mètres de long à Kalwebo afin de relier les deux provinces voisines, étant donné que l'actuel ouvrage a une voie et est dans un état de délabrement
délabrement très avancé. Pour le pont Kaluebo, les travaux de construction du pont sont achevés à 100%. Il ne reste que les travaux de protection de remblais d'accès par les périmaçonnies. En ce qui concerne la protection des talus, l'entreprise a déjà planté 104 236 mètres carrés de vétiver. Et à ce jour, nous avons déjà réalisé les travaux suivants. Préparation de terrain, débroussaillage et décapage du PK 46 au PK 75. L'abattage d'arbres du PK 46 au PK 75 plus 00. L'ouverture de l'emprise a été faite jusqu'à Mbulungu au PK 75. Actuellement, il est possible de rouler sur le tracé approuvé de Kamwesha jusqu'à Mbulungu sans trop de difficultés. Pour le terrassement, les travaux sont exécutés à 11,44%. Retenons donc que dans l'ensemble, les travaux additionnels ont un avancement financier de 14,79%. Les travaux de modernisation de la RN17 sur le tronçon Mongata-Bandundu n'ont toujours pas débuté plus de 5 mois après la promesse faite par le président Félix Tshisekedi lors de la conférence des gouverneurs. La route demeure impraticable. Des ravins, des bourbiers et des nids de poules rendent difficile la circulation sur cette principale voie de sortie de la ville de Bandundu. Il faut plus de 24 heures pour parcourir ce tronçon de 240 km qui pouvait auparavant être parcouru en quelques heures. Lors d'une manifestation organisée mercredi, les jeunes de Bandundu ont dénoncé ce qu'ils qualifient de blocage sans justification. Ils exigent le début immédiat et effectif des travaux afin de désenclaver le territoire de Kwamouth et la ville de Bandundu. Extrait de la déclaration lue par Grégoire Mafiaba, président urbain du conseil de la jeunesse de Bandundu. Il est au micro de Jonathan Messa. Devant l'urgence de la situation, la jeunesse de la ville de Bandundu formule le demande suivante auprès du gouvernement central. Primo, le début immédiat et effectif des travaux d'asphaltage du tronçon Mongata-Bandundu-Ville sur la route nationale numéro 17, conformément aux promesses présidentielles. Secundo, la libération prioritaire des lignes de financement dédié à la modernisation de cet axe routier stratégique. Tertio, l'audit et le suivi rigoureux des entreprises actives du marché afin d'éviter tout abandon des chantiers ou exécution au rabais. La sécurisation totale de l'axe routier pour garantir la libre circulation des ingénieurs, du matériel de construction et des usagers de la route. La jeunesse de la ville de Bandundu réaffirme son soutien aux institutions de la République, mais prévient qu'elle restera vigilante et mobilisée jusqu'à l'application stricte de l'instruction du chef de l'État. Des propos recueillis par Jonathan Messa. Il nous a quitté il y a près de 2 mois. Il s'agit de l'artiste musicien Modero Mekanici, ancien membre de l'orchestre Afriza International de Taboulé Rochero. Il n'est toujours pas inhumé. Selon Serge Tamouki Rwangata, manager du groupe, les moyens financiers font défaut pour assurer le rapatriement de la dépouille et organiser les obsèques. Face à cette situation, il lance un appel au gouvernement donc de la République démocratique du Congo. Serge Tamouki Rwangata sollicite également l'intervention des autorités afin de mobiliser les moyens nécessaires au rapatriement du corps et à l'inhumation de l'artiste dans la dignité. Il est au micro de Cécile Ngomba. L'artiste musicien, saxophoniste, auteur-compositeur, à l'occurrence de Monsieur Modero Mekanici, décédé depuis le 20 juin 2026 aux États-Unis. Alors nous venons ici pour demander, en fait, à solliciter aux autorités s'ils peuvent nous accompagner afin que les corps de Monsieur Modero soient rapatriés au pays et que son inhumation se passe dans de bonnes conditions ici en République démocratique du Congo. Modero Mekanici, c'est le vice-président premièrement de l'orchestre Afriza, c'est lui qui suivait directement Taboulé après, et puis il est le saxophoniste emblématique du pays. Voilà des propos recueillis par Cécile Ngomba. 30 millions de francs congolais à la clé. Ce vendredi 14 août, la Sonal met en jeu une grosse cagnotte. Elle intègre les reports des tirages du 31 juillet et du 7 août. Pour participer, il suffit de miser à partir de 1000 francs congolais. Le responsable marketing de la Sonal, Juvenal Daniel Kapadik, donne toutes les explications. Il est au micro de Isabelle Moengo.
Nous sommes là encore pour vous annoncer que c'est vendredi. La cagnotte est de 30 millions de francs congolais. Et amis parieurs, vous avez joué au PMU les vendredis écoulés. La cagnotte était de 10 millions. Vous n'avez pas gagné. C'était néant puisque il y a transparence. Et cette cagnotte avait atteint le niveau de 20 millions la semaine passée. Et les 20 millions n'étaient pas gagnés. C'est ainsi que pour ce vendredi, votre cagnotte par addition a atteint un montant de 30 millions de francs congolais. Et nous vous invitons, vous qui nous suivez, que ce soit dans vos taxis, comme on le dit, que ce soit dans le bus, à la maison, comme aussi dans vos appareils. Sachez qu'au PMU, c'est vendredi, vous allez jouer et gagner 30 millions de francs congolais des cagnottes. Ce n'est pas seulement 30 millions que vous aurez. Ensuite des 30 millions, vous allez bénéficier de 70% sera à vous. Vous allez ajouter aux 30 millions, il y a de quoi à bien préparer la rentrée scolaire et pourquoi pas terminer votre construction. Et c'est facile pour jouer au PMU. Il suffit d'avoir le 1000 francs congolais dans sa poche. Vous allez choisir les chevaux, qu'ils soient au nombre de 16, qu'ils soient au nombre de 15 ou 14. On vous demande simplement de lire et choisir 5 numéros que vous estimez que ces 5 numéros sont bons. Allez les présenter auprès de notre vendeuse. Vous lui remettez et la combinaison que vous avez choisie et les 1000 francs congolais. Elle va transcrire dans un bordereau. Elle va couper les bordereaux et vous donnera. Gardez ces bordereaux jusqu'au soir quand la cause va partir. Comparez si vos numéros choisis correspondent aux numéros qui sont sortis, que ce soit en ordre ou en désordre. Venez nous les présenter pour que vous puissiez gagner l'argent. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel de l'actualité, nouvelle audience dans le procès du général Christian Chiwewe devant la haute cour militaire. La défense du général-major John Ngoyiwa Kabila conteste la qualité de certains officiers de police judiciaire du Conseil national de cyberdéfense ayant participé à la procédure. Top Congo FM. La RDC se libère des restrictions de la SADC. La décision a été prise lors du Conseil des ministres de l'organisation régionale après l'appurement des contributions dues par Kinshasa. Top Congo FM. 11 personnes devant la justice à Kinshasa après les violences contre les équipes du service national déployées pour l'assainissement de la capitale. Ces prévenus sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Top Congo FM. Plus de 471 millions de francs congolais récupérés et plus de 24 000 enseignants régularisés. La DINACOP attribue ces résultats à la digitalisation des fichiers de paye et à la traque des agents fictifs. Top Congo FM. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Cécile Ngomba, Milva Kanyeba, Ozé Manzanza, journal mis en onde par Grace Lema et réalisé par Myriam Iragi. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Pascal Kalambay, Théo Lusakweno, Patrick Mungongo, Dani Zayobi, Didi Binsika. Bonne suite des programmes à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Du portefeuille recrute pour les fonctions de mandataire public. Les personnes intéressées doivent remplir leur fiche de mandat, soumettre leur dossier avant le 14 août minuit. Égalité des chances, pleine valorisation des compétences. Ce lancement du processus compétitif concerne tous les Congolais. Personne n'en est exclu. L'État a besoin des meilleures compétences. Détails et informations, portefeuille.gouv.cd. Vous avez jusqu'au 14 août pour porter candidature, il n'y aura pas de privilégiés. Femmes, jeunes Congolaises et Congolais de la RDC, comme de la diaspora, cadres des entreprises publiques ou privées. Vous répondez aux critères de sélection? Saisissez pleinement cette opportunité de servir la nation. Déposez votre candidature en ligne avant le 14 août à minuit. Je déclare officiellement lancer le processus de désignation des mandataires des entreprises publiques. Et je vous remercie.